De retour sur le plateau des experts, avec nous ce matin Philippe Trainard, professeur honoraire au CNAM et membre du Cercle des économistes. À vos côtés, Erwan Tison, directeur des études de l'Institut de l'entreprise chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg. Et Gaël Slimane, président d'Oxa. Merci d'être avec nous. Alors Gaël, on va vous écouter sur ce baromètre donc de l'économie réalisé par Odoxa pour AJP en partenariat avec Challenge et BFM Business. Baromètre mensuel, hein, je le répète. On a parlé tout à l'heure, on va dire du moral. Vous avez fait un coup de zoom sur l'innovation. Alors, sur l'innovation, je vais vous faire une transition par rapport au sujet précédent qui était le Moyen-Orient, puisque c'est la déclaration qui vient de tomber d'un député sud-coréen où il dit que la situation actuelle pourrait impacter toute la production des puces et des mémoires au plan mondial, puisqu'il commence à avoir des problèmes d'approvisionnement sur les matériaux en Asie. Et puis, vous dire que si les puces et la mémoire commencent à flancher, on va regarder avec attention la valorisation et les cours de bourse de certains acteurs de l'intelligence artificielle. Suivez mon regard, parce que là, ça peut être un effet domino aussi sur les marchés financiers. Oui. Et d'ailleurs, on peut, par rapport à la stratégie de Donald Trump vis-à-vis de toutes ces entreprises qui le soutenaient, ça doit aussi les interroger un petit peu. Alors, il ne fallait pas m'inviter, parce que parler de morale économique... Pourtant, je suis content de vous voir. Non, mais je suis ravi d'être avec vous, mais je viens de vous plomber le moral en vous parlant du moral des Français. On a parlé tout à l'heure de leur très grand pessimisme que je crois nous partageons sur la situation géopolitique actuelle et ses conséquences économiques. Et ben, sur l'innovation, on pourrait se dire, allez, on va être un petit peu positif. Non, vous l'avez dit dans votre lancement il y a un instant, Ludovic, on a les 3/4 des Français qui nous disent qu'ils pensent que leur pays ne favorise pas l'innovation. Alors, ce qui est intéressant en sondage, souvent, c'est l'évolution dans le temps. Une bonne ou même une mauvaise question posée de manière répétée permet de mesurer les tendances. Et moi, j'étais sur ce plateau enthousiaste. Alors, c'était quand ? C'était il y a pas si longtemps. On était en 2020. On était encore dans le trend de la Startup Nation. Dans la on y croyait. On y croyait. Et quand on posait cette question aux Français, 60% des Français, qui sont pourtant souvent très pessimistes, nous disaient « Oui, je crois que mon pays favorise l'innovation ». Et patatras, quelques années plus tard, c'est même en 2019, donc on est moins d'une décennie plus tard, on a 27% des Français qui le disent. Vous avez plus que divisé par deux la part de gens qui pensent que la France favorise l'innovation. Alors, on pourrait se dire, après tout, c'est pas si grave que Madame Michu ou Monsieur Durand pensent ça, si par ailleurs, il se dit que l'innovation, ça sert à rien. Mais c'est pas le cas. On a des baromètres sur l'innovation, on en fait certains, notamment chez votre confrère Fred Simotel, et on se rend compte que les Français sont convaincus que c'est la clé. On le sait, je pense, les uns et les autres, mais ils en sont convaincus, et ils nous disent à plus de 84% que le principe de l'innovation en général, on n'est pas au Canut lyonnais qui cassait les machines-outils, il y a un siècle et demi, ils voient ça plutôt comme une opportunité que comme une menace. Donc il y a cette chose positive, ce rapport positif des Français à l'innovation et cette crainte que leur pays ne le favorise pas assez. Après, il y a deux bémols. Un sur la robotisation. On a, en gros, opportunité ou menace, on est à 1 sur 2. Ce sont des bémols vus avec des impacts sur l'emploi Alors, exactement. Et quand on regarde sur la robotisation, les gens nous disent « Ah, ça me fait un peu peur ». Et quand on creuse, ils nous disent leur crainte, elle est sur l'emploi, donc on retrouve peut-être les canuts lyonnais. Et sur l'IA, là aussi, retournement en quelques années, sur une dizaine d'années, un peu plus. On avait une majorité de Français qui nous disaient qu'ils voyaient arriver l'IA comme une formidable opportunité plutôt qu'une menace. Aujourd'hui, on a 6 personnes sur 10 qui nous disent « l'IA, ça me fait peur, je le vois plus comme une menace que comme une opportunité ». Et enfin, s'agissant de ces sujets, je vous l'évoquais sur la robotisation, la grosse crainte, elle est liée à la situation de l'emploi. En revanche, sur l'impact de la robotisation sur la société française et sur les conditions de travail en France, les gens voient ça plutôt positivement. Il y a une autre donnée qui m'a marqué, si on regarde un peu dans une lecture mondiale de la part des Français, et le chiffre, je le trouve catastrophique, c'est que seulement 5% des Français estiment que la France peut être un des leaders mondiaux dans le domaine de l'innovation. Alors là, non, mais ça caractérise, je ne dis pas que dans tous les domaines, mais ça caractérise la position dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on n'imagine même pas demain, en termes d'intelligence artificielle, de data center, peu importe, qu'il y a un Airbus européen ou peu importe. Le match est plié, vu des Français. Et surtout, Ludovic, ce qu'il y a de pire, c'est que même si on est moins
exigeants et qu'on se dit, allez, jouer l'un des premiers rôles sans être l'un des pays leaders. Laissons ça aux États-Unis, à la Chine, mais acceptons qu'on est en Ligue 2. Quoi. On sera ou au moins en milieu de tableau si on fait si on file la métaphore footballistique. On est à 44%. Et on a 55% des Français qui nous disent notre pays, aujourd'hui, il est en retard par rapport aux autres grands pays comparables. Et là aussi, c'est peut-être la chose qui m'inquiète le plus sur nos données en général depuis ces dernières années, c'est la perception d'un déclin et d'une absence, enfin de l'inverse du progrès, d'un recul, puisqu'on a posé la même question, exactement la même, il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, on demandait aux Français, pensez-vous que dans 10 ans, nous serons un pays leader, on jouera les premiers rôles sans être un leader, ou bien on sera à la traîne. On sera dans le match pour continuer. Voilà. Et on a reposé la même question. Et donc à l'époque, on avait une majorité de Français, les 3/4, qui nous disaient on ne sera peut-être pas les vainqueurs de la Champions League, mais on fera partie des équipes qui seront dans le dernier carré, pour poursuivre la métaphore footballistique. Donc en 10 ans, on a eu un retournement majeur avec ce sentiment que notre pays avait lâché l'innovation, pour dire les choses simplement. Philippe Erwan, sur le fait que finalement ce que les Français constatent, c'est le fait que la France se fait décranter sur l'innovation. En fait, ça vous surprend, Philippe? Est-ce que je peux poser une question là, vraiment, parce que, comme le disait Gaël, au fond, les statistiques, il faut s'en méfier parce qu'un niveau absolu, c'est toujours à prendre avec un tout petit peu de prudence. Qu'est-ce qu'avaient les gens à la tête? Inversement, la comparaison intertemporelle, comme l'a présenté Gaël, ou la comparaison internationale permet de mieux situer le sujet. Or, j'ai l'impression quand même, et je me tourne vers Gaël, qu'en ce qui concerne l'intelligence artificielle, on a des réponses un peu identiques aux États-Unis, par exemple. Par exemple, actuellement, la campagne électorale des midterms se fait contre l'IA, contre les data centers, et l'électeur MAGA, c'est-à-dire l'électeur, le groupie de Trump, il semblerait avoir énormément de craintes sur l'IA, au point que même Vance, le vice-président, a préféré dire très publiquement, nous avons des problèmes avec l'IA, tout n'est pas... Mais je voudrais... Et donc, c'est peut-être un petit peu... Quelle est votre vision de la différence entre la France et les États-Unis sur ce point? Il y a un point commun dans tous les grands pays occidentaux sur le rapport à l'IA qu'on retrouve chez le peuple et chez les élites et chez les experts, puisqu'on fait aussi des baromètres parfois auprès d'experts de l'IA. Mais en fait, ce qui est inquiétant, c'est que vous pouviez avoir des situations où les peuples vous disaient « j'ai peur de telle innovation, de telle révolution », et puis les gens qui ont les mains dans la machine, qui s'y connaissent vraiment, vous disent « ben non, ils ont tort d'avoir peur ». Mais en l'occurrence, sur l'IA, ce n'est pas tout à fait la situation. Nous, quand on fait des baromètres auprès de gens qui travaillent sur le secteur et qui sont experts du secteur, ils manifestent une inquiétude presque comparable à celle du grand public. Et là où les Français ont une pensée, les peuples en général, français, américains, qui vous voudraient, ont une pensée complexe, intéressante, c'est que on n'a pas le choix, nous disent-ils. C'est pas parce que ça nous fait peur et qu'on a peur que ça détruise des emplois qu'il faut dire surtout n'investissons pas dans l'IA, ne nous en occupons pas, faisons comme les petits-enfants, on se ferme les yeux et comme ça je verrai pas le danger. Non, les Américains comme les Français, les populations, nous disent ça me fait peur. Je pense que ça va détruire des emplois, mais pas mal d'experts de l'IA vous le disent aussi, et que ça n'en créera pas davantage que ça n'en détruit, contrairement aux précédentes ruptures d'innovation. Ça me fait peur, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Et de ce point de vue-là, la seule schizophrénie qu'ont nos concitoyens, c'est sur la dernière question du baromètre. C'est que les Français nous disent, pour les 3/4 d'entre eux, que la France, elle doit augmenter les dépenses en matière d'innovation. 74% nous disent qu'il faut le faire. Et en même temps, les Français ne sont pas d'accord pour payer un peu plus d'impôts pour financer la recherche et l'inno, pour les 3/4 d'entre eux. Et 1 sur 2 nous dit, mais du coup, puisque vous venez de me dire qu'il fallait augmenter les dépenses là-dedans, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on réduise les dépenses, par ailleurs? Et 1 sur 2 nous dit non, 1 sur 2 nous dit oui. Donc ça renvoie à notre débat de tout à l'heure, ça ne va pas être très simple, même si les gens ont conscience de plein de sujets, de leur faire accepter des efforts ou des sacrifices à nos concitoyens. Je voudrais raccrocher à une actualité, ces chiffres. Merci Gaël pour ces explications, parce qu'elles sont vraiment intéressantes sur ce regard sur l'innovation. Juste, si on peut juste Erwan, allez-y. Je sais, je connais le focus que vous voulez faire avant. Je pense qu'on pourra pas revenir. Vous n'allez pas me trahir en plein plateau. Mais je ne trahis pas ce off-là. Mais non, juste sur ce qui est intéressant, et pour mettre un peu d'optimisme, parce que l'émission n'est pas sponsorisée par Prozac. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a la perception
effectivement que la France décroche en matière d'innovation, et pourtant l'année dernière, l'INPI nous dit que la France a connu un record du nombre de dépôts de brevets. Donc, ce qui montre aussi quand même, alors l'indicateur des dépôts de brevets n'est pas le plus robuste quand on parle d'économie d'innovation, il y a toute une littérature abondante là-dessus, mais c'est quand même un indicateur un signal un peu faible. Plus 8% de brevets déposés l'année dernière. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la diversité des secteurs dans lesquels ça a été déposé. Premièrement, Stellantis, deuxièmement, Safran, troisièmement, Valeo. Donc concrètement, l'arrivée à la fois dans la défense et des brevets liés à la fois à l'électrification des véhicules et surtout au développement des véhicules autonomes. Donc, on a quand même un écosystème en France de manière très globale qui, même si macroéconomiquement les signaux sont un peu rouges et si on a une classe politique effectivement et un climat politique qui nuit aux perspectives d'avenir, on a quand même des entreprises et un tissu d'entreprises qui arrivent encore à tirer son épingle du jeu et qui offrent une résilience qui, moi, je trouve absolument incroyable et qui fait que on a du coup cette perception qui, pour moi, peut être faussée. Mais le problème, c'est le ressenti et le réel. On a fait d'autres sondages qui montrent que les Français sont convaincus que nous avons en France les talents, les ressources, ce que vous décrivez, il y a les ingrédients sur les brevets. Il y a les ingrédients. Le problème, c'est la politique. On est un peuple, on déteste nos politiques, mais parce qu'on est trop politique, éminemment politique, on croit trop à la politique. Notre indice de morale économique, vous regarderez sur les graphiques, c'est rigolo, il a des pics extraordinaires de confiance au moment des présidentielles, à chaque élection présidentielle. Alors que la question, elle ne porte pas sur la politique, c'est la confiance dans l'avenir de la situation économique du pays. Donc on y croit trop, nous autres Français. Or, à mon avis, ce qui explique ce retournement en 10 ans, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu pour la première fois en 2017, il y a eu autour de cette idée de Startup Nation, c'est une idée on va favoriser l'innovation, développer le business, et que les gens soient pour cela ou pas, ils y ont cru, ils se sont dit ça va arriver. Et depuis tous les signaux envoyés par les politiques, et notamment par le président et les différents gouvernements, c'est plutôt un signal de reflux. Et donc, effectivement, il n'y a pas que la politique et il y a les acteurs économiques et eux, ils n'attendent pas après le président ou le Premier ministre pour développer leur business. Mais pour les Français, ça génère ce sentiment. Alors là où je voulais vous entendre, et merci pour cet éclairage parce qu'il est important. Oui, c'est bien de remettre un peu de... Après, Philippe, vous voulez réagir ? Oui, je voulais réagir juste sur 2 points. Premier point, on voit quand même chez les Français une petite erreur, puisqu'ils pensent innovation et ils pensent dépenses publiques. Bien évidemment, dans ma tête, quand je pense innovation, je pense investissement privé, surtout pas public. Ou public en support, public de défense, etc. Mais d'abord, privé. Je crois que ça, c'est un point important de l'erreur qu'il peut y avoir et bien sûr de nourrir des espérances qui ne se réaliseront pas. Après, il y a le CIR, il y a tout, quand même, là où c'est pas complètement faux, il y a tout un tas de dispositifs, il y a tout un tas de dispositifs qui existent pour permettre aux entreprises privées d'investir en étant un peu sponsorisé indirectement par l'État. Mais vous avez tout à fait raison. Alors, quand on se retourne un tout petit peu, et c'est là que viennent un peu nos manques, pourquoi on n'est pas une start-up nation, malgré ce qu'a pu dire Macron ? Tout d'abord, parce qu'il est beaucoup plus coûteux en France, et là, d'échouer en matière de start-up, en matière d'innovation. Vous avez une excellente étude qu'a faite Koatan Lem, l'ancien chief economist de Citibank, et avec Olivier Coste et Patrick Artus, que vous connaissez aussi, je crois qu'elle doit être publiée dans la revue Commentaire, qui montre que les coûts, mais sont extraordinaires de l'échec, sont extraordinairement pénalisants est très élevé en France par rapport aux autres pays et sans parler par rapport aux États-Unis. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, je pense, dans l'évolution que décrit très bien Gaël de l'opinion française, c'est qu'en 2017, l'opinion française croit au discours de Macron. Il donne un crédit et il voit arriver un certain nombre de choses. La flexibilisation du marché du travail, la baisse de l'IS. Et maintenant que nous sommes en 2026, la flexibilisation du travail, on voit qu'on est en train de reprendre ça, que les juges reprennent ça par derrière. Et quant à l'IS, le discours, la situation politique française et le discours français est tel qu'aujourd'hui, le taux de l'impôt sur les sociétés, il est, pour un bon nombre d'entreprises, plus élevé qu'avant l'arrivée de Macron. Donc au total... On est bien loin de 2017. Voilà, on est loin de 2017, on est loin des promesses. Et vraiment, la question, c'est que toute une partie de la classe politique française, voire la totalité de la classe politique française, ne comprend pas qu'il ne faut pas pénaliser l'investissement,
Or, la taxe Zuckman visait justement à pénaliser l'investissement, à vous faire payer de la taxe Zuckman sur votre investissement. Et deuxièmement, n'est-ce pas, qu'il faut baisser la fiscalité pour encourager l'investissement dans l'entreprise. Parce que quand même, le fer de lance, ça reste l'investissement privé pour l'innovation. Philippe, vous faites du Mario Draghi, là. Erwan. Non, mais tout à fait. Hein. Pour moi, c'est le rapport de Mario Draghi. Tout le monde est d'accord, de la droite gestionnaire de la gauche gestionnaire à la droite centriste, que le rapport Mario Draghi est fondamental. Et c'est juste un discours, parce que la réalité, elle n'est pas là. Et pour boucler sur ce qui vient d'être dit, sur l'IA, il y a aussi un problème de perception, c'est que malgré tout, la France, aujourd'hui, a le 3e meilleur modèle LLM au monde. C'est-à-dire que quand vous faites la liste des modèles LLM, donc on va dire pour faire très simple, les IA génératives, vous avez la Chine avec DeepSeek, les États-Unis, qui ont pris une avance, je pense, phénoménale, notamment avec Claude. Claude a été, je pense, est une révolution fondamentale au sein même de l'écosystème, qui a ringardisé OpenAI, qu'on pensait pourtant indépassable il y a 2 ans. C'est preuve aussi que l'écosystème d'innovation va extrêmement vite et elle fonctionne par paliers. Donc c'est en fait, on a une innovation qui chasse l'autre. C'est absolument fascinant à regarder d'un point de vue théorique, mais ça pose aussi de grandes questions. Et la France joue dans la cour des grands, c'est-à-dire que la France arrive à rivaliser avec des géants. C'est le seul pays européen. Et c'est le seul pays au monde à pouvoir rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Et en plus, la France, on dit oui, Mistral a arrêté les investissements sur son LLM pour se concentrer sur les API. Mais c'est peut-être la chose la plus intelligente à faire, parce que dans un modèle qui croît extrêmement vite, avec un business model qui n'est pas trouvable et qui n'est peut-être pas atteignable avant 10 à 15 ans selon la plupart des experts, le fait de se concentrer sur les API, c'est-à-dire l'implantation directement dans les industries, dans les entreprises, on assure son rendement, on assure son chiffre d'affaires, on assure sa croissance. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir la base arrière qui est extrêmement forte et de potentiellement, dans cet environnement qui est extrêmement mouvant sur les différents LLM, de se dire, quel que soit le vent qui arrivera, moi, j'ai mes fondations. Donc, peut-être que je laisse un peu partir les gens sur le développement sur cet escalier-là, mais moi, je vais essayer de construire un ascenseur pour me permettre, en tout cas, d'avoir une base extrêmement stable. Et moi, je pense que c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante, intelligente. Je suis pas actionnaire de Mistral. J'aurais dû à l'époque d'ailleurs, mais en même temps qu'NVIDIA, j'aurais dû faire un package. Mais c'est très intéressant de voir que cette stratégie-là, en fait, elle peut permettre de gagner énormément dans les prochaines années et donc du coup de faire en sorte que la France tire son épingle du jeu. Mais déjà aujourd'hui, en relatif, la France est un pays qui est pionnier sur l'IA. Et dernier point, et ce que Philippe a dit est fondamental, et ça, je vous fais une petite passe décisive, Ludovic, pour filer la métaphore politique, footballistique, pardon. On a effectivement aujourd'hui le risque coûte cher. Mais pourquoi ça coûte cher ? Parce que nos marges de manœuvre aujourd'hui budgétaires sont extrêmement faibles. On a une riscophobie dans l'investissement qui est dingue. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, quand sur le CNRS et l'INSERM, on leur a posé le dossier Valneva en disant voilà, ils ont des molécules ARN qui permettent justement d'avoir un vaccin qui nous permettrait de sortir du confinement très rapidement. La plupart ont dit oh là là, il y a un taux de risque de 70%, on n'y va pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? Parce que cette riscophobie, elle n'est pas que culturelle, elle est aussi économique, parce que j'ai des budgets qui sont contraints, et chaque budget contraint fait que chaque euro que j'investis doit avoir un rendement immédiat. Et pourquoi est-ce que nos budgets sont contraints ? Parce que le moteur de création de richesse français est à l'arrêt, la productivité. On n'a plus de productivité en France depuis 20 ans, on gagne 0,6 points par an, à peu près. Pas une complète. Alors qu'il nous faudrait 1,8 pour ne serait-ce que commencer à augmenter le pouvoir d'achat, améliorer un peu le pouvoir d'achat des Français et surtout compenser par rapport aux différents besoins qu'on a. Et donc ce moteur-là est en panne et donc du coup on n'a plus aucune marge de manœuvre qui fait qu'on ne peut plus se permettre d'arroser en espérant justement faire émerger certaines innovations. La référence alors que vous faites, je vais faire une passe rapide parce que je vois que le temps et je voudrais qu'on parle quand même un peu industrie européenne. Je vais en triangle, carré magique. Mais c'est le rapport, de Vincent Champin, président de l'Observatoire du long terme, qui a sorti ce matin un rapport, le grand décrochage de la productivité. Et pour faire rapide, on va dire, c'est que dans le décrochage français, à peu près 6 points de PIB sur le décrochage sont liés à la R&D, à l'innovation, et notamment c'est tous les problèmes que vous pointiez très justement du doigt, Philippe, faible mobilisation des capitaux. Il y a
on va dire, un écosystème de la start-up qui existe en France. Mais alors, le passage à l'échelle supérieure, aujourd'hui, est un goulot d'étranglement. C'est pas spécifique à la France, mais malheureusement valable en Europe. Je voudrais quand même il nous reste 8 minutes, on va dire. Je voudrais qu'on s'arrête quand même 2 minutes enfin 8 minutes en l'occurrence, sur ce qu'a dévoilé hier la Commission européenne, le plan Made in Europe, pour le faire vite, parce qu'il a un nom détestable. Et là, on va changer. On était dans les puces, on était dans les semi-conducteurs, on va mettre les mains dans le cambouis. Ce plan qui a mis des semaines et des semaines à sortir. Et l'idée fondamentale, évidemment, c'était de faire barrage à la Chine. Alors, premier regard par rapport à cette présentation qui a été portée notamment par Stéphane Séjourné hier, est-ce que ce plan est à la hauteur des enjeux, honnêtement, aujourd'hui ? Vous m'autorisez, je vais répondre. Philippe, allez-y. Non, parce que merci Philippe. C'est un plan protectionniste, ce n'est pas un plan qui va de l'avant. Je veux bien de mesures protectionnistes, mais au fond, je suis un peu un disciple, vous savez, de l'économiste du 19e siècle, Frédéric List, qui disait on fait de la protection pour pouvoir rattraper le voisin. C'est-à-dire, quand vous faites de la protection, vous devez doubler l'investissement dans les secteurs innovants. Voilà. Et si vous n'avez pas cela, je ne vois pas cette seconde étape, n'est-ce pas, du plan européen. Le plan européen, c'est juste on se protège contre la Chine de façon à ce que nos entreprises puissent faire leur business. Enfin, certaines entreprises dans certains secteurs. Dans certains secteurs. La vérité, c'est qu'ils voudraient associer ça à un choc aussi en faveur de l'investissement. Alors, choc fiscal, choc de dépenses publiques, choc de commandes publiques, je ne sais pas. Mais il n'y a rien de pensé. Donc, si vous voulez, à terme, nous aurons protégé. Mais dans 10 ans, la question se reposera dans les mêmes termes, comme elle se reposera dans 20 ans. C'est-à-dire que quand Stéphane Séjourné nous dit que l'objectif de ce plan, c'est de faire passer, je crois qu'actuellement on est à peu près dans la zone des 14% du PIB européen dans l'industrie, de faire monter d'ici 2035 à 20%, vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est dans l'industrie qu'il faut le faire à proprement parler. J'ai même des doutes sur le fait de mettre l'industrie. Je pense qu'en revanche, tout cela serait envisageable et possible si on associait à une dynamisation de l'épargne, de l'investissement, mais de l'épargne investie. Et c'est ça qui nous montre, parce que sans épargne investie, pas d'innovation. Donc quand Emmanuel Macron plaide sur des eurobonds, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Oui. Erwan, je vous voyais hocher de la tête sur ce plan européen du Made in Europe. Vous croyez à la hauteur ? Vous le croyez ? Philippe, vous décrivez presque comme s'il y avait un problème de logiciel. En fait. Oui, non mais c'est ça. Je pense, oui. Le problème aujourd'hui, c'est pas un problème de volonté, c'est pas un problème de diagnostic, c'est un problème d'infrastructure politique. Le rapport Draghi, par exemple, pour moi, c'est la substantifique, la représentation de ce qui ne va pas aujourd'hui en Europe. Et c'est un Européen profondément convaincu qui vous le dit. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Le diagnostic, en plus, est limpide, même s'il n'a rien d'original, mais il est limpide. Mais aujourd'hui, l'Europe n'a pas les moyens de le mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une Union européenne, on a une addition de 27 intérêts parfois contradictoires. On l'a bien vu sur ce dossier, parce Exactement. que les positions orthogonales étaient nombreuses. Mais tout à fait. Et le grand problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'est dotée d'une monnaie commune, s'est dotée d'une voie commune, en tout cas d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, mais elle n'a aucune politique budgétaire ni politique réglementaire commune. Et là, malheureusement, l'Europe, dans sa construction, est quand même à l'arrêt depuis quelques années. On n'a pas su justement créer cet exécutif européen avec faut dire, c'est peut-être devenu des gros mots, mais c'est des gros mots dans l'ouest de l'Europe, c'est des mots sains dans l'est de l'Europe, d'avoir justement un fédéralisme européen. Tant qu'on n'aura pas ce fédéralisme européen avec un vrai transfert de compétences de la part justement des gouvernements nationaux vers des gouvernements supranationaux, notamment européens, pas sur tout, mais sur pas mal de choses. Par exemple, d'avoir une assurance chômage européenne, d'avoir une retraite européenne avec des fonds de capitalisation européens qui nous permettraient d'avoir un fonds de pension potentiellement dédié vers l'innovation, c'est des choses que tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas y arriver. Et aujourd'hui, on se retrouve avec chaque État qui, parce qu'il n'a aucune incitation justement à aller vers plus de fédéralisme, se retrouve à défendre ses précarés. Et c'est pour ça que chacun aujourd'hui va défendre à la fois là où il a des avantages comparatifs, mais là aussi où il a des micro-avantages comparatifs. Donc on n'a aucun moyen d'avoir par exemple des consortiums en se disant on va créer des groupes d'intérêts régionaux sur l'automobile, sur la chimie, sur la défense, etc. Parce que vu que chacune des chaînes européennes sont plutôt imbriquées, chacun des États a intérêt à défendre ce précaré-là. Donc tant qu'on n'aura pas ça,
On pourra faire tous les plans qu'on veut. Malheureusement, on n'y arrivera pas. Ouais. Alors pour expliquer concrètement à nos auditeurs, téléspectateurs, les conséquences de ce que vous décrivez, c'est-à-dire des non-alignements entre l'Europe sur le plan qui a été présenté hier, de facto, il y a des filières qui ont été exclues, comme la chimie, l'acier, pour répondre en gros aux réserves de Berlin, essentiellement, et de certains pays nordiques. Mais ça a des impacts aussi plus profonds. C'est-à-dire que dans le Made in Europe, il y a des partenaires qui ont été jugés fiables, comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon. Alors je n'ai rien contre ces pays, il y en a d'autres, mais qui, par peur de rétorsion, de représailles commerciales, notamment en vue de Berlin, on s'est dit, oui, non, mais ça, on va considérer que c'est du Made in Europe. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez factice. Gaël, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir pour vous dire juste que c'est une réponse sans doute insuffisante à quelque chose qui s'observe en France particulièrement, mais dans beaucoup de pays d'Europe, c'est une très grande déception par rapport à l'Europe, la construction européenne. On a différents baromètres qui testent la perception de l'Europe espoir ou l'Europe menace ou sentiment négatif ou désespoir. Je vous donne 2 chiffres intéressants. Vous avez une courbe, on se fait ça notamment avec Bearing Point, un baromètre sur le retail durable. La construction de l'Europe, source d'espoir ou pas, 61% des Français disaient qu'ils voyaient la construction européenne comme une source d'espoir en 2003. Un peu plus de 20 ans plus tard, on est à 28%. Donc vous avez une division par 2 et vous voyez un beau toboggan, c'est-à-dire que ça descend de manière continue, il y a une petite remontée puis ça retombe. Le sommet, ça a été le traité constitutionnel européen de 2005, c'est le moment du grand décrochage. C'est-à-dire que là on s'est dit, on a compris, je ne vais pas être trivial, on employait un mot plus dur que ça, qu'on se moquait de nous. C'est-à-dire on nous demande notre avis, votez oui, votez non, on fait un choix. Et finalement, on n'en tient pas compte. C'est la perception qu'il y a eu dans de nombreux pays en Europe, et notamment en France, où le non l'avait emporté. Un tout petit point là-dessus. Là-dessus, surtout que quand on regarde dans les textes, le traité qui a été soumis au référendum en 2005 n'a pas grand-chose à voir avec le traité de Lisbonne. Et justement, le traité de Lisbonne prend en compte beaucoup d'années de modifications qui avaient été rejetées. Le sentiment. Oui, c'est le sentiment. Non, mais c'est parce que c'est l'impression qu'ont les Français, c'est à un moment donné, on nous demande notre avis sur cet avenir commun qu'on nous décrit, avec lequel ils étaient plutôt en phase a priori. Et puis ils lisent, ils s'achètent massivement le petit fascicule, ils écoutent les émissions. C'était chiant quand même, c'est compliqué. Ils regardent les émissions à la télé, ils se renseignent, et au fur et à mesure qu'ils se renseignent, peut-être parce qu'il y a des phénomènes en neurosciences qui montrent que c'est plus facile de dire non que de dire oui, mais en tout cas, en ayant bien réfléchi, ils finissent par dire non, on était parti pour le oui, plus de 60%, 65% dans les sondages, et on voit que ça décroche, et à la fin, c'est le non qui l'emporte. Parce que les europhobes ont joué beaucoup sur ce... Oui, mais il n'empêche que ce que je voulais dire, c'est que la construction européenne, en France et en Europe, elle était vue avec beaucoup d'espoir il y a une vingtaine d'années, que je rejoins ce que vous avez expliqué sur la difficulté à faire société ensemble à 27. En fait, c'est pas une difficulté, c'est une impossibilité. On interroge, nous, des Italiens, des Allemands, des pays de l'Est. Dans tous les pays, on fait des sondages. On se rend bien compte qu'en réalité, avoir un destin commun sur tout un tas de sujets, c'est très compliqué. Alors, ça va peut-être changer grâce à Donald Trump. Il va peut-être jouer un rôle majeur catalyseur pro-européen, parce que jusqu'à présent, il y avait une rupture entre les pays atlantistes, entre guillemets, les populations atlantistes, et celles qui l'étaient moins, comme la France. Peut-être qu'il va aider de ce point de vue-là. Merci Gaël. Donc on a bien vu que ce plan européen risque pas de relancer le moral. Merci à vous 3 pour ce débat, parce qu'il était riche d'enseignements. Vous pouvez retrouver cette émission sur les plateformes BFM Business, RMC, en podcast et en replay.